peu avant l'aube du 21 avril 2025. Le rugissement des réacteurs de post-combustion fend brusquement le ciel habituellement paisible de Sanaa aux premières heures du matin. Seul le bruit distinct des avions de chasse américains fendant le ciel nocturne était audible. Aucun avertissement, aucune conversation. Puis il y eut l'impact. Des grondements sourds résonnèrent dans les montagnes. Des éclairs lumineux et des ondes de choc balayèrent la métropole. Tous les habitants de la ville retinrent leur souffle pendant quelques minutes. Il ne s'agissait pas d'une attaque contre un dépôt d'armes caché dans le désert. Il s'agissait du cœur de la ville, la forteresse Houthi. Leur argent, leur système nerveux central. Ils venaient d'être frappés. Mais il ne s'agissait pas seulement de destruction. La vitesse de Mach était utilisée pour transmettre ce message. Les Houthis avaient intensifié leurs attaques pendant des semaines, mettant à rude épreuve la patience des États-Unis en tirant des drones et en menaçant les voies maritimes. Ils pensaient que la ligne ne bougerait pas, que Washington aurait peur de frapper aussi profondément. Ils avaient tort. Les événements de Sanaa n'étaient pas un avertissement. Une guerre de précision a été utilisée. D'éminents pilotes américains, pilotant des avions parmi les plus modernes au monde, ont planifié et mené l'opération. Et même si les autorités sont restées silencieuses et que les médias se sont empressés de recueillir des informations, une chose était claire, il s'agissait d'une frappe délibérée. Elle a ébranlé non seulement le terrain, mais aussi la réglementation. Il n'est pas courant de toucher une cible au cœur de leur infrastructure de commandement, en plein territoire hostile. Cela indique que quelque chose de plus grand est en train de se produire. Une action audacieuse et bien pensée. Quel était donc l'objectif réel ce soir-là? Comment les États-Unis ont-ils pu y parvenir sans prévenir? Et que s'est-il passé ensuite? Après ces premiers éclairs au-dessus de Sanaa, ce fut une chorégraphie plutôt qu'un chaos. Ce n'était pas n'importe quelle frappe aérienne. C'était plus qu'un simple acte de vengeance. Ce n'était pas pareil. Un message transmis par des avions supersoniques et des bombes de précision. Non seulement les avions patrouillaient l'horizon, mais ils avaient une mission précise. Une attaque prioritaire au cœur du territoire ennemi. Plus tard, les autorités de défense américaines ont confirmé une frappe de précision coordonnée sur la capitale, qu'elles ont décrite comme une cible militaire Houthi. Le reste du récit a été révélé par des images satellites. Aucune liste officielle des objets touchés n'a été fournie. Uncensored Press, finalement repris par le commandement Houthi et situé entre des complexes résidentiels, a été détruit. Dans les heures précédant l'attaque, des scanners infrarouges ont révélé une activité thermique inhabituellement élevée, ce qui aurait pu être le signe de réunions de coordination de haut niveau ou de transfert de données. Quoi qu'il se soit passé dans ce bâtiment, les services de surveillance américains en étaient inconscients, et il est devenu une cible après vérification. La frappe a eu lieu juste avant le matin. Ce timing était justifié. Les centres de commandement sont entièrement occupés pendant cette période, mais ils sont encore obscurcis par un faible éclairage, ce qui les rend difficiles à voir depuis le sol, mais parfaitement visibles à 600 mètres d'altitude. Et la plateforme choisie? Le F-A-18. Super Hornet embarqué et le F-15 Strike Eagle sont tous deux susceptibles d'opérer avec précision en milieu urbain. Ils sont équipés de JDAM, des bombes guidées par GPS qui maximisent l'impact tout en minimisant les dommages collatéraux. Le rugissement des avions a suivi, puis un grondement sourd, et enfin le silence, selon des témoins. Il n'y avait ni sirène ni systèmes anti-aériens, seulement le bruit de l'impact et le bourdonnement des répliques. Des vidéos ont commencé à circuler sur Internet en quelques minutes. Les Houthis sont restés silencieux, n'ont menacé aucune contre-attaque et n'ont pas réagi publiquement. Ce silence était plus profond que des mots. Le commandement central américain a émis un bref message, mais est resté tout aussi silencieux. L'objectif de la frappe était de mettre fin aux opérations hostiles et d'empêcher que le transport maritime international ne soit menacé à l'avenir. Mais il s'agissait là de bien plus qu'une simple réponse à un lancement de drones ou à une menace de missiles.
C'était une position de choix. Sanaa est un symbole, pas seulement une ville. C'est le point central de la coordination, du commandement et de la communication des Houthis. Il faut de la volonté, de la confiance et de l'intelligence pour l'atteindre, surtout depuis les airs. Cette limite n'a pas été souvent franchie. Alors pourquoi maintenant? Selon certains analystes, la cible était liée à de récentes détections de surveillance, à des transmissions cryptées, à des mouvements de troupes inhabituels, à des renseignements électromagnétiques indiquant qu'une opération d'envergure était en cours et potentiellement à une nouvelle série d'attaques de drones depuis la mer Rouge. Si tel était le cas, les États-Unis seraient peut-être intervenus à temps pour mettre fin à une situation plus grave. Attaquer une capitale reste une décision importante, aux implications politiques et tactiques. Mais cette fois, les États-Unis n'ont pas hésité, car dans les conflits contemporains, l'inaction peut parfois être plus dangereuse que l'action, bien qu'il s'agisse d'un avertissement. Il ne s'agissait pas d'une déclaration de guerre. Incontournable, précis et sans équivoque. Ceux qui observaient de loin, que ce soit à Beyrouth, à Téhéran ou ailleurs, ont peut-être compris que le véritable message n'était pas ce qui avait été frappé, mais plutôt la rapidité, la profondeur et l'ampleur avec lesquelles les États-Unis étaient prêts à intervenir. L'opération avait commencé bien avant les premières bombes sur Sanaa. Au-dessus d'eux, dans le silence, pas dans le ciel. Les moyens de surveillance américains observaient la situation depuis des semaines. Des drones survolaient l'espace aérien yéménite. Les équipes de renseignement étaient à l'affût des communications cryptées. Les satellites surveillaient les activités inhabituelles, les pics de tension et les déplacements des véhicules dans certains quartiers. Non seulement la capitale était surveillée, mais elle était également cartographiée, couche par couche. L'incertitude quant à la possibilité de frapper une capitale densément peuplée n'intéressait pas les États-Unis. Cela nécessitait une intervention chirurgicale, une localisation précise et de multiples vérifications. La cible, elle aussi, c'était un endroit plus délicat qu'une rampe de lancement ou un dépôt d'armes. Selon des analystes régionaux de la défense, le site a été signalé après l'apparition d'un réseau de communication crypté, circulant entre Sanaa et des positions connues de lancement de drones Houthis près de la mer Rouge. L'idée était de créer un centre de commandement centralisé supervisant les opérations sans pilote et pouvant même être impliqué dans la surveillance des mouvements des navires américains et de leurs alliés. Les choses se sont déroulées rapidement après la vérification du lien. Des avions de reconnaissance spécialisés, probablement des MQ-9 Reapers ou des RQ-4 Global Hawks, ont survolé la région à haute altitude. Ils ne cherchaient pas seulement des images avec leurs capteurs, mais aussi des schémas radio, des rythmes de mouvement et des signatures thermiques. Les centres de planification des missions, de Diego Garcia au quartier général du CENTCOM à Tampa, ont reçu toutes les données. La tendance est devenue évidente. The 1HA4, heure locale, heure à laquelle la majorité des tirs de drones Houthis avaient eu lieu lors des attaques précédentes. L'activité à l'intérieur du quartier a connu un pic. Les automobiles arrivaient et repartaient. Les antennes relais vacillaient, générant des pics de trafic cryptés. L'intensité des réseaux électriques fluctuait. Même si les signes n'étaient pas immédiatement perceptibles pour le grand public, les analystes y ont vu une image. Quelque chose se tramait. Quelque chose d'inévitable. Tout était déjà en place lorsque le feu vert fut donné. Qu'ils soient lancés depuis des bases de la coalition dans le Golfe ou depuis un porte-avions comme l'USS Dwight D. Eisenhower. Les avions disposaient d'une fenêtre de largage précise, d'une charge utile précise et d'une trajectoire de vol claire, en coordination silencieuse avec les avions AWACS et les ravitailleurs KC-135 qui les surveillaient au loin. Ils volaient bas et rapidement. L'improvisation n'était pas envisageable. Il ne s'agissait pas seulement de frapper une structure, il s'agissait de perturber un réseau et d'interrompre une opération avant même qu'elle n'ait commencé. Et cette frappe, celle que personne ne remarque venir, dont personne ne parle jusqu'à ce qu'elle soit terminée,
Seules les cibles les plus importantes se voient imposer ce type d'attaque par les États-Unis. Car, dans la guerre moderne, le coup le plus retentissant n'est pas toujours le plus efficace. Il arrive qu'il soit lancé bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. Dans la guerre d'aujourd'hui, le timing est crucial. Et plutôt que de simplement réagir, les États-Unis ont choisi le moment opportun pour lancer des avions de chasse dans le ciel de Sanaa. La situation s'aggravait depuis des semaines, voire des mois. Les Houthis empiraient. Des essaims de drones en mer Rouge, des missiles anti-navires tirés sur des navires commerciaux et des interceptions fréquentes par des destroyers américains sont devenues monnaie courante. Chaque incident a rapproché le danger. Puis le moment décisif est arrivé. Des informations fiables indiquaient qu'une attaque plus vaste et bien planifiée était sur le point de se produire, probablement sur plusieurs territoires plutôt qu'en mer. Tel était le contexte. Sanaa, habituellement interdite d'accès en raison de sa forte densité de population et de sa sensibilité politique, est devenue le centre de gravité pour cette raison. L'Amérique avait le choix: retirer le pion avant le début de la partie, ou attendre la prochaine action des Houthis et risquer une escalade. Elle a opté pour la seconde option. L'attaque de la capitale était une manœuvre stratégique plutôt que symbolique. Elle ne visait pas les points, mais les cerveaux. Vous avez stoppé l'offensive avant qu'elle n'atteigne la rampe de lancement, en coupant les veines numériques et en perturbant les nœuds de commandement. Mais ce n'était pas tout. Selon les renseignements, une aide iranienne accrue aurait pénétré les réseaux Houthis par le biais de communications cryptées, de conseils techniques et même d'un soutien logistique. Bien que les États-Unis ne l'aient pas explicitement déclaré, les analystes pensaient que l'attaque de Sanaa avait deux objectifs: envoyer un message fort à Téhéran et réduire les capacités des Houthis. Nous n'attendons pas, nous observons. Et le choix des ressources l'a bien souligné. Les drones ne sont pas des avions de chasse, des munitions de précision, des pilotes en service et une opération entièrement armée. Du point de vue militaire, cela en dit long. Cela démontre que nous sommes sûrs de nous, dévoués et prêts à intervenir si nécessaire. Cette frappe a également réaffirmé une doctrine simple mais efficace: où que le réseau tente d'entraver les routes commerciales internationales, les États-Unis protégeront la liberté de navigation et la perturberont. Et quel meilleur endroit que le centre du pouvoir Houthi pour le démontrer. Il ne s'agissait pas de détruire le temple. L'élan était la clé: rendre le contrôle du temple aux Américains. Prendre l'initiative dans un théâtre devenu plus instable. Car perdre le contrôle survient lorsqu'on laisse l'adversaire dicter le rythme. Cette frappe est restée sans réponse. Le message a été réinitialisé. De plus, le message a été clairement reçu par ceux qui observaient les signaux satellites et les radars de la région, notamment les commandants au Liban et la force Al-Quds iranienne. Les États-Unis ne se contentent plus d'une position défensive. Les conditions sont en train d'être posées. Dans les heures qui ont suivi la grève, une chose est apparue immédiatement. Il s'agissait de bien plus qu'un simple coup dur. Des troubles ont eu lieu. Les centres de commandement ont été coupés dans tout Sanaa, après des jours de communication continue. Les communications ont été interrompues. Normalement animées par des conversations codées, les fréquences radio bourdonnaient désormais de parasites. Non seulement le bloc ciblé était endommagé, mais ce qui s'était écoulé depuis était hors service. Le système n'était pas en ligne. Les signaux en temps réel provenant de la zone ont été surveillés par des experts militaires qui ont constaté un changement soudain. Les lancements de drones ont été interrompus. Les zones de suivi radar sont devenues silencieuses. D'importantes zones contrôlées par les Houthis, proches de la ville et du littoral, ont enregistré une forte baisse des mouvements terrestres selon des images satellites. Les camions de ravitaillement, qui circulaient habituellement la nuit, ont été complètement paralysés. Les fondements même du réseau ont été perturbés. Les secours se sont précipités pour rétablir les communications, éteindre les incendies et stabiliser les bâtiments au sol. L'impact réel s'est fait sentir sur place. C'était dans le silence, pas dans la fumée.
Il n'y a pas eu de nouvelle vague de frappe de la part des États-Unis. L'absence de second tour était stratégique. Impact maximal. On message. On coup. Et dans les airs, les patrouilles américaines se sont intensifiées. Dans tout le golfe d'Aden, les F-18 des groupes aéronavals sont restés en position. Les AWACS et les avions ravitailleurs ont assuré des vols prolongés, surveillant en permanence l'évolution des conditions de vol. L'espace aérien entourant Sanaa, habituellement calme en dehors des heures de bureau, était désormais un échiquier de présence de chasseurs et de surveillance secrète. Les Houthis, cependant, pas de riposte, pas de contre-attaque. Aucune tentative d'interception. Ils ont redémarré leur système au lieu de simplement les mettre en pause. Et c'est ce qui rendait cette frappe unique. Il n'a pas été créé pour tout gâcher. Son but était de rendre le réétalonnage obligatoire, de modifier les comportements en sapant de la confiance. Avant l'attaque, les Houthis opéraient normalement. Lancement, déplacement, réarmement, et ainsi de suite. Mais après Sanaa, ce rythme a été perturbé. Les horaires ont été décalés. Les chaînes de commandement ont été interrompues. Des plus, même un seul instant d'incertitude pouvait être fatal au combat. Les navires de guerre de la région ont signalé un espace aérien plus propre. Grâce à une confiance accrue, l'activité commerciale a repris au-dessus du détroit de Bab el-Mandab. Les transmissions de drones étaient moins fréquentes pour les navires de la coalition. Le schéma d'interférence, devenu la norme, s'est essoufflé. Et le plus révélateur de tout, le silence régnait dans les espaces numériques, où les médias et la propagande pro-houtiste surgissent généralement après les affrontements. Pas une once de fanfaronnade. Pas un seul montage vidéo. Pas une seule déclaration menaçante. Ce silence résonnait plus fort que n'importe quelle explosion. Car il est plus important de se concentrer sur ce que l'on peut arrêter que sur ce que l'on peut détruire à ce stade du conflit. Et d'un seul coup bien placé, sans un mot, les États-Unis y sont parvenus pour le moment. Bien qu'un pâté de maisons ait été secoué par l'explosion à Sanaa, l'onde de choc s'est propagée à tout le Moyen-Orient, atteignant les salles de conférence, les bunkers et les salles de briefing. Il ne s'agissait pas seulement d'interférer avec un site de lancement de drones, c'était un point à souligner. Et Téhéran l'a bien compris. Depuis des mois, les Houthis recevaient secrètement de l'Iran des armes de plus en plus sophistiquées. Ils fournissaient des données ciblées, des systèmes de communication et des drones. Ils visaient à mettre en péril le commerce international et à exercer une influence dans toute la mer Rouge, et non pas seulement à contribuer à un conflit local. L'attaque américaine contre ce qui semblait être un site de coordination stratégique à Sanaa a non seulement touché une cible Houthi, mais a également compromis les investissements iraniens. Et sans hésitation, elle l'a fait publiquement. Il ne s'agissait pas d'un raid secret. Les journalistes, les services de renseignement étrangers et les satellites ont tous pu observer le survol et la mission de tir. Quel est le message? Nous pouvons frapper à tout moment et observer ce qui se passe. Cela a rassuré les alliés des États-Unis dans le Golfe. Preuve de la volonté constante des États-Unis de prendre des mesures énergiques pour préserver la stabilité régionale. C'était aussi un rappel à l'intention de ses concurrents. Washington conserve sa rapidité de réaction et son influence considérable, même lorsque des crises éclatent ailleurs. Mais ce n'est pas tout. L'attaque a également eu lieu à un moment où la mer Rouge est devenue un point de concentration et où les systèmes d'approvisionnement mondiaux sont vulnérables. Avec des essaims de drones planant à proximité d'axes routiers importants et des missiles Houthis tirés sur des navires commerciaux par le passé, le risque était non seulement militaire, mais aussi financier. C'est pourquoi le timing était crucial. L'attaque de Sanaa a démontré que les États-Unis ne se contentent plus de jouer la carte de la défense pour assurer la sécurité de leurs navires de guerre. Leurs actions visent à préserver leur crédibilité, leur coordination et leurs échanges commerciaux. Malgré la portée limitée de la frappe, le choix de la cible était crucial.
Sanaa a été choisi en raison de sa position centrale plutôt que de sa facilité d'utilisation. Au cœur des activités des Houthis, l'influence iranienne est centrale. L'idée que des armées par procuration peuvent opérer clandestinement et sans conséquence est fondamentale pour cette philosophie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et l'Iran n'est pas le seul à observer cette situation. Une telle action n'est pas inédite à Pékin, Moscou, ni même Damas. Cette frappe marque le retour des frappes de précision en profondeur. Et pour perturber les réseaux avant que la situation ne dégénère, pas seulement en cas de conflit à grande échelle. Ce n'était pas seulement la destruction qui avait du pouvoir ici, c'était la négligence avec laquelle elle était menée. Pas de diplomatie publique, pas de préparation, pas de conférence de presse. Il suffit d'agir. Et en matière de géopolitique, les actes sont plus éloquents que les paroles. Que va-t-il se passer maintenant que Sanaa est encore sous le choc après cette frappe précise? Les forces de la marine américaine dans la zone sont toujours en état d'alerte maximale. À proximité des canaux commerciaux et des points d'étranglement comme le détroit de Bab el-Mandeb, des groupes aéronavals sont toujours présents et les patrouilles se renforcent. Des escadrons A-10 ont été déployés en rotation depuis des bases régionales, probablement pour une démonstration de force. Si les hostilités reprennent, un plan de secours. Les analystes du renseignement guettent tout signe de regroupement dans l'intervalle. Les Houthis ont l'habitude de s'adapter. Les nœuds de leadership changent lorsqu'ils sont touchés. Dans les hautes terres, sous les villes. Utilisation de mandataires. Le véritable test sera de savoir si cette frappe a retardé les opérations ou simplement les a déplacées. Et l'Iran est au centre de l'attention hors du Yémen. Téhéran pourrait utiliser son réseau de mandataires régionaux pour intensifier indirectement sa pression s'il interprète cette frappe comme un défi plutôt qu'un message. C'est pourquoi les radars américains ne surveillent pas seulement le ciel yéménite. Ils surveillent également l'Irak, la Syrie et le détroit d'Ormuz. Parce que les bords peuvent parfois bouger en premier lorsqu'on frappe le centre. Politiquement, les États-Unis resteront probablement silencieux. Ce n'est pas une révélation majeure. Pas une seule mission accomplie. Que des résultats. Le genre de résultats qui façonnent les champs de bataille sans jamais lever le drapeau. Pour les analystes de la défense et les stratèges militaires, cependant, l'attaque de Sanaa représente quelque chose de complètement différent. Un changement de rythme. Une volonté d'aller plus loin, plus tôt. Et un rappel que le calme qui suit une frappe n'est souvent que le silence qui précède le signal suivant. Ainsi, ce qui a commencé comme une attaque silencieuse contre une capitale endormie peut finir par changer complètement le ton de cette guerre. Les États-Unis ont agi rapidement, avec précision et détermination, plutôt que de se contenter de réagir. De plus, l'utilisation d'un tel pouvoir au cœur d'une capitale rebelle, sans préavis ni suivi, n'est pas seulement une attaque, c'est plutôt un signal. Un signal qui affirme que nous allons agir plutôt que de l'attendre. Le monde attend désormais la suite. Les Houthis vont-ils riposter? L'Iran va-t-il réagir? Ou le calme qui règne en haut indique-t-il que quelque chose a déjà commencé? Marquant le début d'une nouvelle phase, la frappe ne s'est pas arrêtée là. L'ampleur des dégâts a été immortalisée par des photos satellites, tandis que la poussière retombait sur les ruines calcinées du quartier général du commandement Houthi. Des dépôts de carburant ont pris feu lors d'une série d'explosions secondaires qui ont duré des heures. Des pans entiers du complexe ont été rasés et d'importantes tours de communication ont été réduites en miettes. Le véritable impact, cependant, était autant psychologique que physique. La panique s'est rapidement répandue à Sanaa et dans d'autres zones sous contrôle Houthi. Des coupures de courant et des interruptions de réseaux mobiles ont été signalées par des civils. Et l'inquiétude générale était que les États-Unis intensifient encore leur campagne. Après avoir d'abord nié la frappe, les sources de propagande locales ont rapidement modifié leur version des faits pour accuser des acteurs étrangers d'agression, ce qui ne fait qu'accroître le scepticisme de l'opinion publique. Pour un mouvement qui dépendait principalement du moral et de la perception, le coup a été catastrophique.
Les analystes militaires du Pentagone ont analysé l'opération avec urgence et joie. Elle a démontré l'efficacité des munitions de précision et des plateformes combinées ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance. Des MQ-9 Reapers observaient secrètement l'installation depuis plusieurs jours, vérifiant les mouvements. Des JDAM et des bombes guidées par laser avaient été utilisées lors des frappes, parfaitement menées par des F-15E et des FA-18 depuis des bases régionales et des porte-avions. Mais l'opération a également suscité de nouvelles inquiétudes. Les renseignements électromagnétiques ont révélé une recrudescence des rumeurs de représailles au sein des cellules Houthis, tant au Yémen que potentiellement contre les intérêts américains en mer Rouge et au-delà. Le ministère de la Défense a ordonné aux convois navals et aux bases d'opérations avancées de rester en état d'alerte renforcé en émettant des alertes discrètes. Parmi les mesures de précaution prises, on peut citer le rapprochement de l'USS Bataan et de son groupe amphibie des principaux chenaux maritimes. La plupart des gens ignoraient depuis combien de temps cette frappe se préparait. Des efforts diplomatiques secrets entre les États-Unis, l'Arabie saoudite et même Oman étaient en cours depuis des mois. De nombreuses lignes rouges avaient été franchies, notamment des incursions de drones dans l'espace aérien international, des attaques contre des navires commerciaux et, plus récemment, une frappe de missile ratée contre un drone de surveillance américain en eau neutre. Washington en avait assez. Cependant, cette frappe était plus qu'une simple mesure de représailles. C'était un signal adressé à l'Iran. Des missiles à courte portée aux drones. L'armement des Houthis était de conception iranienne. La disposition des ogives, les circuits imprimés et même les schémas de fréquences cryptés pointaient tous vers l'Est. Le message était sans équivoque. La guerre par procuration a des répercussions, même si les États-Unis ont choisi de ne pas nommer Téhéran. L'atmosphère était subtilement joyeuse à Riyad. L'alliance menée par l'Arabie saoudite est la cible des frappes des Houthis depuis des années. La frappe américaine a non seulement allégé les forces du royaume, déjà surchargées, mais a également restauré le sentiment de solidarité internationale. Les alliés de la région, dont Bahreïn et les Émirats arabes unis, ont subtilement souligné leur alignement stratégique avec Washington. Entre-temps, les dirigeants Houthis se sont empressés. Plusieurs rapports locaux ont indiqué qu'Abdul Malik al-Houthi avait fui par crainte d'attaques plus ciblées. La confusion, les malentendus et même les soupçons d'infiltration étaient perceptibles dans les communications internes des commandances Houthis. Une rupture interne est apparue clairement lorsque plusieurs dirigeants de rang intermédiaire auraient été arrêtés pour fuite d'informations. Pour les États-Unis, la mission a toutefois servi de banc d'essai et de victoire tactique. Une nouvelle méthode de confirmation de cible assistée par IA, développée par la DARPA, a été utilisée lors de la frappe. Grâce à l'analyse comportementale en temps réel, à l'imagerie satellitaire et à l'interception de signaux, le système a pu réduire le temps de latence de décision humaine à moins de 4 minutes. La procédure a été rapide et chirurgicale grâce à cet avantage. Cette combinaison de supervision humaine et de précision mécanique. Les réactions internationales à la nouvelle ont varié au fil de sa diffusion. La frappe a été saluée par les partenaires de l'OTAN comme un acte de légitime défense. Dans des déclarations soigneusement formulées, la Chine et la Russie ont appelé à la restriction des escalades unilatérales. L'Iran n'a rien dit, mais des notes internes du CGRI ont recommandé un renforcement de la sécurité opérationnelle et des recommandations aux réseaux mandataires en Irak, en Syrie et au Liban. Et les décideurs à Washington ont discuté de la marche à suivre. Les États-Unis allaient-ils intensifier leurs hostilités en cas de nouvelles provocations? Les caches d'armes suspectes devaient-elles être à nouveau perquisitionnées? Ou s'agissait-il d'un acte isolé et délibéré? Il n'y avait aucun doute, la dissuasion était de nouveau sur la table. Cependant, les prochaines étapes étaient déjà planifiées dans l'ombre. Des déplacements inhabituels ont été détectés par des équipements de surveillance près de Marib et le long de la côte d'Al-Hodeida.
Des patrouilles navales ont constaté que des formations de petites embarcations disposaient d'un cryptage radio renforcé. Le calme qui a suivi la frappe pourrait être de courte durée. Car une seule frappe ne met jamais fin à un conflit dans cette nouvelle ère de guerre hybride, où la désinformation, les drones et les agents dissimulateurs brouillent les pistes. Elle ne fait que les réinterpréter. Partagez vos impressions dans les commentaires. Cette frappe a-t-elle changé la donne ou a-t-elle seulement repoussé la guerre dans l'ombre? Laissez vos impressions de côté. Nous les avons toutes lues. Il s'agissait d'un changement d'approche plutôt que d'une simple frappe. Pas seulement pour le Yémen, mais pour tous les acteurs qui observent la situation à distance. Ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont vu ce matin-là au-dessus de Sanaa, même si le ciel est peut-être redevenu calme. Et les conséquences non plus. Gardez les yeux rivés sur le ciel. Soyez vigilants et restez vigilants jusqu'à la prochaine fois.